d'impact. Donc nous allons vous présenter tout ça et surtout parler de l'impact. Qu'est-ce que ça signifie, comment soutenir des projets à un impact. Jean-Marc, nous allons commencer par toi. Jean-Marc, tu es le fondateur et le responsable développement de l'association UNI depuis 15 ans et 6 mois. Tu as tenu à ce 6 mois. UNI est une ONG de développement international, membre de la communauté Fortis depuis 2020. Vous agissez donc depuis 15 ans, notamment au Bénin, on vient de le voir, sur un projet au Cambodge, en Colombie et Madagascar. Vous accompagnez des acteurs locaux, notamment des acteurs locaux qui travaillent sur les hotspots de biodiversité, mais aussi sur la contribution à l'amélioration des conditions de vie locales. Jean-Marc, question complexe. Qu'est-ce qui définit pour toi un projet holistique ? Bonjour à tous. Alors je précise aussi qu'on intervient au Burkina Faso. On a repris un partenariat qui était stoppé depuis 2013 à cause de la guerre au Mali. Et on intervient également en Indonésie. Donc le terme holistique, il met choix de le définir. Il a été abordé 5 fois dans les 2 premières tables rondes. Alors, holistique, ça vient du terme en grec ancien holos, qui veut dire le tout, l'entièreté. C'est la seule référence grec ancien que je connaisse, je suis bien tombé là-dessus, mais celle-là je la connais. Donc on a un équivalent de ce terme-là, c'est le terme global, ou complet. Donc une approche holistique, c'est une approche qui est complète, qui est globale. Donc, alors c'est un terme qui n'est pas univoque, il peut être équivoque, parce que ça ne regroupe pas toujours la même notion en fonction des différents projets. Par exemple, avoir une approche holistique en France n'est pas la même chose qu'avoir une approche holistique dans un pays pauvre. Dans un pays pauvre, classiquement, nous, ce qu'on entend par une approche holistique, c'est de travailler à la protection de l'environnement, donc classiquement sur un espace naturel remarquable, et de travailler également sur le développement économique, sur l'accès à la santé, et l'accès à l'éducation, et également une de nos spécialités qu'on a un petit peu de mal à faire advenir, c'est la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel. Donc ça, pour nous, c'est une approche globale, complète, holistique. C'est tout. Merci. Finalement, c'est assez simple à définir. Et Camille Tignon, je veux voir aussi un petit peu toi, finalement, comme le dit Jean-Marc, holistique, c'est une diversité de projets derrière. Donc, tu es responsable mission, climat, énergie, forêt pour l'ONG de Initiative Développement depuis 4 ans. Initiative Développement, c'est une ONG de développement international créée en 1994 qui contribue au renforcement de l'autonomie des acteurs. Donc vous travaillez vraiment sur comment renforcer les acteurs sur leur territoire d'intervention à travers le monde. C'est une approche aussi intéressante de renforcement de capacité. Vous agissez notamment sur les sujets forêt dans le but de concilier les besoins des populations locales dans la gestion raisonnée des ressources, notamment sur les questions de bois énergie, à la fois en Afrique centrale, dans l'océan Indien, donc Burkina Faso, Comores, Congo, Madagascar, Sénégal, Tchad. Est-ce que finalement, comme le dit Jean-Marc, il est possible de résumer la diversité des projets qui tendent à réduire finalement cette pression sur les forêts ? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Jean-Marc l'a dit, je crois que c'était aussi le message passé sur la première table ronde. On est sur des approches de projets holistiques avec énormément de thématiques. C'est vrai que pour notre part, on travaille aussi beaucoup sur les questions d'accès à l'énergie et le lien pour lutter contre la déforestation. Donc ça met aussi des enjeux, comme Jean-Marc l'a dit, de développement socio-économique des communautés. Également de gestion raisonnée des ressources, de développement de filières un peu plus durables, surtout qu'on intervient sur des contextes d'intervention, je pense à peu près similaires avec les porteurs de projets qui sont là aujourd'hui, donc des contextes où le recours au bois énergie, au bois et charbon est quand même majoritaire et a tendance aussi à augmenter du fait à la fois du manque d'accès à l'énergie en zone rurale, mais aussi de la pression et de la concentration urbaine de plus en plus prégnante. Donc effectivement, on essaye de concilier différentes thématiques. J'ai oublié une thématique chère à Camille Bré, qui l'a rappelé tout à l'heure, l'adaptation au changement climatique, qui est un enjeu également. Donc tout ça complexifie le résumé qu'on pourrait faire. On pourrait très bien essayer de catégoriser en
thématiques qu'on aborde. Mais en fait, la problématique, et c'est la problématique qu'on a aussi sur la mesure d'impact, c'est vraiment qu'on agit, je pense, à peu près tous ici, sur des territoires, et que du coup, cette notion de territoire est importante et rend complexe le résumé qu'on fait en fonction des contextes. On ne peut pas calquer le même modèle de projet à l'ensemble des pays d'intervention. Les personnes qui habitent ne sont pas les mêmes, les ressources ne sont pas les mêmes, et les enjeux globaux ne sont pas les mêmes non plus. C'est un travail aussi qu'on a essayé de mener au sein de la Commission climat et développement, donc en lien avec le GRS, où on a essayé aussi de développer un référentiel de mesure d'impact de nos projets. J'y reviendrai peut-être un petit peu après. Mais c'est vrai que la principale conclusion qu'il y avait aussi, c'est de réussir à définir des impacts quantitatifs, mais aussi qualitatifs, parce que c'est vrai qu'on travaille avec des communautés, on intervient aussi en renforcement d'acteurs locaux, qui ont aussi leur propre vision de ce que c'est que finalement l'impact d'un projet et qu'est-ce qui va être bénéfique pour eux sur le long terme. Donc c'est essayer de concilier ça et ce n'est pas une mince affaire. La complexité qu'on a vue aussi dans la première table ronde de définir un projet, les indicateurs de biodiversité. Charlotte Jonchère, tu es responsable développement de Maison du Monde Foundation de l'année dernière. La Maison du Monde Foundation soutient depuis 2015 des projets de préservation des forêts en milieu tropical. Et depuis 2021, vous avez également ouvert le financement des projets en France, l'arbre hors forêt, donc à la fois en agriculture, en ville. Et depuis sa création, vous avez soutenu plus de 50 projets, 5 millions d'euros reversés, notamment aussi à travers le mécanisme d'arrondi en caisse. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, vous avez soutenu ce groupe de travail sur l'évaluation d'impact. Mais d'abord, avant de parler d'impact, même question, comment en tant que mécène, vous définissez vos approches holistiques, quels sont les critères qui vous permettent d'évaluer cette complexité qu'on entend de la part des porteurs de projets? Bonjour à toutes et à tous. Et oui, en effet, je rejoins les réponses précédentes. Holistique, finalement, chaque projet a sa propre spécificité, même dans la partie holistique. Nous, notre conviction, c'est un peu notre slogan, c'est pour et par les populations locales. On est très axé sur l'humain, que ce soit dans les forêts tropicales, dans les pays du Sud, les communautés locales, ou même, tu l'as cité en France, dans la thématique de l'arbre en ville, comment les citoyens du territoire s'engagent. Pour nous, l'impact et la pérennité des projets passent par les personnes, les hommes, les femmes, les humains qui sont acteurs de ces projets, qui en sont aussi bénéficiaires. Et c'est ça qu'on évalue en fait tout au long du projet, depuis la sélection dans les dossiers de candidature. On a un certain nombre de questions, de critères qu'on évalue. On étudie ça aussi au fil du projet. On se réunit avec les comités d'experts pour analyser tout ça. On est conseillé par vraiment des experts externes aussi à notre équipe opérationnelle de la Fondation. Et puis, on a mis en place, on y reviendra aussi après, notre propre méthodologie d'impact, nous aussi, il y a quelques années, très basée sur les aspects en effet socio-économiques, au-delà de l'environnemental, parce qu'évidemment, on parle de l'environnemental, de la préservation des forêts, mais on se rend compte que le socio-économique est primordial. Voilà. Justement, passons à la question d'évaluation d'impact. Donc, ce groupe de travail sur l'évaluation d'impact a fait suite de travail sur la compensation carbone et la reforestation, parce que, vous l'avez entendu juste avant, finalement, si on veut sortir du carbone, de quoi on parle? De quels enjeux? Donc, il fallait reposer un petit peu ce sujet, sachant qu'il y avait de l'expertise. Il y avait de l'expertise du côté des fondations qui définissaient, comme Maison du Monde, leur propre référentiel, et aussi des porteurs de projets pour leur propre grille d'analyse, d'évaluation de projet. Donc, au lieu de faire chacun dans son coin, vous savez comment c'est, all for Swiss, faisons ensemble pour voir qu'est-ce qui peut en ressortir et co-construisons un référentiel. Jean-Marc, finalement, ok, créer un référentiel, chercher les indicateurs, mais la question basique, finalement, pourquoi vouloir évaluer l'impact des projets sur le terrain quand on est un porteur de projet? Alors, comme j'ai un petit peu l'esprit d'escalier, je reviens encore un petit peu sur la notion de projet holistique. C'est une notion qui n'est pas récente. En juin 2007, j'ai préparé un voyage à Madagascar et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet
Et je suis tombé sur le site de l'association L'Homme et l'Environnement, qui a employé déjà ce terme-là il y a 15 ans. C'est un terme qui est plus ancien parce que c'est une méthode d'approche qu'ils abordaient déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est pas une approche nouvelle, mais c'est pas une approche très fréquente encore. On a beaucoup de projets qui sont monothématiques, donc ça va être soit sur l'environnement, soit sur l'accès à l'eau potable, etc. Mais quand on travaille vraiment sur la conservation, je ne pense pas, en tout cas dans les pays pauvres, qu'on puisse faire l'économie de travailler sur tous ces projets-là. Sur toutes ces notions, et comme disait Camille, c'est très complexe. Voilà. En fait, quand on travaille en France, par exemple, sur la plantation d'arbres, l'accès à la santé, l'accès à la scolarité, c'est des notions qui sont prises a priori en charge par l'État. On a un État fort et déficient sur un paquet de trucs, bien sûr, mais quand même, on a des équipements, on a une structure qui nous permet de ne pas aborder ces sujets-là. Or, dans les pays avec un fort déficit de structure et d'équipement et avec des États hyper défaillants, on doit travailler sur le sujet. Voilà, c'était juste un petit aparté. Alors, pourquoi mesurer les impacts de ce que l'on fait ? Ça se comprend assez aisément, en fait, dans la mesure où si on ne mesure rien de ce que l'on fait, on se retrouve un petit peu dans le cas d'un marin qui prendrait la mer sans savoir où il va. Il n'y a absolument pas de cap. Et ces indicateurs d'impact et de résultats sont, donc à partir de boussoles, c'est comme des points GPS en fait, qu'on doit atteindre. Parfois, on n'est pas obligé de s'y arrêter à 100%. On peut rater, il y a des projets qui se ratent régulièrement, il faut être clair sur le sujet, mais c'est pas grave. C'est pas grave si on prend de l'expérience avec les erreurs qui ont été faites. Nous, on a un exemple très clair. Au Bénin, là, tu as parlé du projet qu'on conduit avec Ecodec depuis 2010 du côté du parc de la Banjari. Vraiment, les premières plantations en 2010, c'était catastrophique. On a fait beaucoup d'erreurs. Notre partenaire en a fait aussi. Et en termes de contrôle, c'était pas là. On aurait pu arrêter là. On a décidé de continuer et maintenant on a le meilleur taux de survie, si je parle uniquement de la plantation d'arbres, on a le meilleur taux de survie des projets de la région. Et parce qu'on a appris nos erreurs et on a travaillé aussi sur ces indicateurs-là. Et à un moment donné, on a dû les mettre sur la table et travailler à leur réalisation. Donc en fait, pour résumer, c'est cela qui est important, c'est que le choix de ces indicateurs n'est pas toujours simple. Il y en a certains qui sont assez évidents quand même, et après on peut en construire et on peut en choisir, il y en a pléthore, il y en a des tonnes. Et on est, en tout cas nous, sur Nature Évolution, nous, probablement Cœur de Forêt aussi, on n'a pas des équipes extensibles. Donc on sait qu'on ne peut pas, on peut se faire plaisir à faire toute une liste d'indicateurs, on sait qu'on ne va pas pouvoir les tenir, ou alors il va falloir embaucher des ressources par rapport à cela pour essayer de les mesurer et on ne va pas savoir faire. Donc ça c'est important dans le choix d'un projet, de pouvoir choisir les bons indicateurs et de les évaluer dans le temps. Nous on travaille avec nos partenaires sur on n'a pas de limite de temps, puisque en travaillant sur la conservation, pour arriver à autonomiser les projets, c'est complexe. Donc on a un recul suffisant, intéressant, pas suffisant, mais intéressant pour savoir ce qui a été fait il y a 10-15 ans, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on peut aller. Donc finalement, évaluer l'impact, c'est tout seul. Je me souviens de l'étude, on avait lancé une grande enquête l'année dernière. Ce qui était ressorti, c'était finalement l'évaluation d'impact. Ce qui est surtout important pour une organisation, c'est la capitalisation. C'est-à-dire l'apprentissage de ses erreurs ou de ses réussites pour renforcer sa stratégie d'intervention. Finalement, c'est important. Oui, ça aussi, c'est de manière intuitive, on comprend bien. La capitalisation permet aussi de transmettre de l'information lorsqu'il y a des équipes qui s'en vont. C'est important d'avoir des écrits. On a parfois du turnover dans les équipes. Nos métiers sont difficiles, les zones d'intervention sont difficiles, les rémunérations ne sont pas à la hauteur du travail qui est effectué, vraiment, on peut le dire. Là, je parle globalement sur le secteur d'activité. Donc parfois, si on a des équipes qui s'en vont, on perd tout l'historique. Donc la capitalisation permet aussi
d'avoir une sorte de référentiel commun, même à l'intérieur d'une structure, et de partager une vision commune, qui n'est pas toujours la même en fait. Même à l'intérieur d'une structure, on peut avoir des visions différentes d'un projet. Donc il faut arriver à se mettre d'accord sur un document synthétique, et ce document-là, il peut être partagé avec des pairs, avec les partenaires, avec d'autres personnes. C'est intéressant de capitaliser aussi pour cette raison. Oui, la question du dialogue était un élément important. Et Camille, donc, tu nous disais que toi aussi, donc, tu as piloté avec le GRS un groupe de travail au sein de la commission climat et développement de coordination sud sur les indicateurs d'évaluation d'impact. Par contre, sur la question adaptation et résilience des projets au changement climatique, un sujet qu'a abordé Camille André sur la table ronde précédente. Finalement, pour ces ONG de développement international avec lesquelles vous avez travaillé, pourquoi c'est intéressant d'évaluer l'impact de leur projet? Je pense que c'est très en lien avec ce qu'a dit Jean-Marc. Il faut comprendre que la mesure d'impact, on s'inscrit sur un temps long. On est des organisations qui fonctionnent avec des financements qui sont souvent de courte durée, avec un cycle de financement limité. Donc c'est aussi ce qui permet de prendre de la hauteur, et c'est là où je rejoins aussi Jean-Marc sur cet aspect de capitalisation par la suite et cap à donner. C'est que c'est l'élément qui va nous permettre de nous poser, en l'occurrence également avec les partenaires qu'on accompagne sur le terrain, pour savoir vers où on va, quelle vision partagée on souhaite donner, quelles sont les étapes pour y parvenir, au-delà même du financement qui va être beaucoup plus axé sur les résultats sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des indicateurs avec beaucoup de résultats. Là, on prend de la hauteur et on s'inscrit sur un temps beaucoup plus long. Pour répondre à ta question sur les préoccupations des organisations d'aide solidarité internationale, essayer de mesurer la contribution, parce qu'on est bien sur un aspect contributif là, des projets de développement à l'adaptation au changement climatique et à la résilience. C'était je pense, une volonté de la part des organisations de proposer des projets plus qualitatifs qui tiennent compte aussi des enjeux climat que personne ne peut nier aujourd'hui en transversal. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets qui sont purement 100% dédiés à l'adaptation au changement climatique, mais il y a aussi beaucoup de projets qu'on mène qui ne sont pas particulièrement destinés à l'adaptation au changement climatique. Et l'enjeu, il y a aussi un enjeu d'éviter justement, d'essayer de mesurer en quoi les projets ne sont pas contributifs à la maladaptation et en quoi, en essayant de répondre à une vulnérabilité, on n'en crée pas de nouvelles, on n'en met pas de nouvelles sur la table. Donc il y a vraiment cet enjeu-là. Et on va revenir à toi, Charlotte. En 2018, la Maison du Monde Foundation développe son propre outil d'évaluation d'impact. Pourquoi c'est important pour vous, en tant que mécène, de faire ce travail de suivi d'évaluation des projets? Et je complète même la question par en quoi c'est important pour nous. Il y a aussi évidemment en quoi c'est important pour le mécène, le porteur de projet, et en quoi c'est important pour la relation entre les deux. Évidemment, nous, c'est une façon de nous projeter, de comprendre, nous, l'efficacité de nos financements et de notre soutien, de notre accompagnement. C'est aussi une façon de mieux comprendre les projets, les cartographier, de rentrer vraiment sur un niveau de détail et de projection. Mais on pense vraiment que c'est aussi important pour le porteur de projet, et on a la chance d'avoir des porteurs de projets formidables qui sont en général très, très preneurs de ce genre de soutien. Et qui, en fait, on fait sur une base de volontariat. On a des cycles de 3 ans en moyenne. Quand on lance un nouveau partenariat, c'est généralement pour 3 ans, qui se renouvelle souvent de cycle en cycle. Et à la fin de chaque cycle de 3 ans, on leur propose, donc de façon volontaire, s'ils veulent ou pas être accompagnés par notre équipe pour mener cette étude d'impact. Et c'est là où, je pense que c'est aussi une chance dans notre relation partenariale de pouvoir avoir ce temps de discussion et ce temps d'échange très transparent, où vraiment on construit un lien de confiance et des discussions sur des solutions qu'on doit apporter. Il faut évidemment faire preuve d'ouverture, de flexibilité. On en parlait ce matin avec la Bala Foundation. Évidemment, ça implique de dévoiler aussi des choses qui ne sont pas bien passées, mais c'est ça tout l'enjeu. On est hyper conscient en tant que mécène que
sur le terrain, voilà, il y a plein de contextes qui fait que ça ne se passe pas comme toujours comme on souhaite. Donc voilà, c'est aussi une façon d'engager une discussion très transparente, au-delà de, évidemment, ce que c'est l'impact et pourquoi on mesure l'impact, tout ça va être beaucoup. En fait, ce qu'on comprend et ce qui est vraiment ressorti dans le rapport, c'est que c'est un outil de dialogue, c'est un outil de capitalisation, d'amélioration continue, et ça a rarement été évoqué dans un outil de communication par rapport pour les ONG. Finalement, ils s'en servent pas, alors c'est quand même des données de valeur importante, qui coûtent cher aussi à mettre en œuvre. Et on a aussi vu des études scientifiques qui ont analysé des 178 organisations spécialisées sur la plantation et reforestation en milieu tropical. Ils ont analysé tous les sites et rapports d'activité. Ils se sont rendus compte que 18% ne communiquaient pas l'utilisation d'indicateurs de suivi. Et seulement 18% communiquaient l'utilisation d'indicateurs suivi évaluation, seulement 5 de taux de survie des arbres. Donc il y a un vrai, effectivement, problème de transparence, et là-dessus ils vont alerter parce qu'il y a un problème de transparence sur la communication, des impacts, du suivi. Et on va vous présenter finalement un petit peu ce groupe de travail, qu'est-ce qu'il est, qui a participé. Donc on a même réuni une bonne trentaine de participants, donc 13 structures soutenues par la Maison du Monde Foundation. On a eu Carmen Vallée, vous voyez tout à l'heure César, Carmen Forêt, la Fondation Nature et Découverte, Fondation Les Rochers, le GRS, une ONG spécialisée sur le climat et énergie, Greenland Foundation, l'EMI, If Not Zenmou, Initiative Développement, Nature Evolution et Planète Urgence. Donc ces organisations ont travaillé dans un cycle de travail pendant plus d'un an pour définir un référentiel. On a aussi sorti 2 rapports qui sont accessibles sur notre site web. Le premier qui était une enquête. Aujourd'hui, quel est l'état d'utilisation de ces outils par les porteurs de projets et également par les mécènes? Est-ce qu'il y a des choses qui s'opposent? Est-ce que, par exemple, les attentes des mécènes et les besoins des porteurs de projets sont opposés? Donc il y a beaucoup d'éléments intéressants dessus. On voit aussi une volonté des mécènes à aller de plus en plus sur les questions d'évaluation d'impact. Et on a fait un gros travail de capitalisation avec 9 études de cas d'outils d'évaluation d'impact avec différents niveaux, différentes spécificités, technicités, avec 9 structures qui ont venu présenter leurs outils. Donc ces rapports sont disponibles sur notre site, mais surtout en fait, l'enjeu c'était de sortir un référentiel. On va vous le présenter c'est inédit, en fait on ne l'a jamais encore présenté. Aujourd'hui, ce résultat, vous ne verrez pas forcément la grille des 50 indicateurs parce que ce serait énorme, mais on va vous donner un petit peu cette structure, à quoi elle correspond. Donc on est parti un peu d'une feuille blanche finalement. Qu'est-ce qu'un projet holistique? On s'est posé cette question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors souvent quand on veut qualifier un projet, on dit il faut de l'environnement, du socio, de l'économique. Souvent on a ce triptyque-là. On a testé aussi d'autres triptyques, des objectifs de développement durable. On a pris des rapports existants de la FAO qui on s'est dit, voilà, prenons tout ça, regardez votre expertise et essayons de définir quelque chose qui paraît très intéressant. Qui est pour moi inédit, je n'ai jamais vu un référentiel comme ça. Il y a d'un côté les services écosystémiques, ce que la nature apporte, on en a entendu tout à l'heure parler avec Maëlle et aussi sur la question forestière. Les populations locales de l'autre côté, qui sont finalement qui ont des besoins à la fois économiques et là c'est intéressant, c'est la notion, c'est ce qui lie les deux, c'est les ressources et le territoire. Tout à l'heure on a parlé de cette notion de territoire sur la table ronde juste avant, et tu développais aussi toi Camille, il y a un territoire, il y a des populations, il y a la nature, cette nature elle peut être à la fois conservée mais aussi une ressource. C'est des ressources en bois d'œuvre, en bois énergie, des ressources alimentaires agricoles ou forestières non ligneuses, donc des ressources forestières pour sa consommation. Et c'est finalement l'équilibre de l'utilisation de ces ressources qui fait qu'on peut préserver ou restaurer les forêts. Et donc cette structure en 3 grandes thématiques de référentiel est assez intéressante pour le coup, parce qu'on voit bien qu'il faut au moins couvrir plusieurs sous-thématiques pour voir si son projet a un réel impact sur le terrain. Ensuite, on vous a dit tout à l'heure aussi, le climat, le carbone finalement est un
ce qui est ressorti très clairement, et que vous voyez peut-être pas ici, c'est que le climat, on n'est pas redescendu dans les critères et indicateurs parce qu'ils sont forcément dépendants des indicateurs de diversité. Parce que la biodiversité, vous la définir à plusieurs niveaux. Si vous regardez une forêt, vous regardez un territoire, un paysage, il y aura des forêts, des zones agricoles. Vous regardez l'écosystème de la forêt, elle peut être en bonne santé, dégradée. Vous regardez ensuite les espèces. Et en fait, tous ces indicateurs que vous avez besoin de regarder pour savoir si vous préservez les forêts, ce sont des indicateurs que vous avez besoin pour savoir si vous séquestrez ou réduisez vos émissions carbone. Et donc on en revient au même principe qu'on dit depuis les premières tables rondes, c'est que le climat, le carbone, est un co-bénéfice d'un projet qui prend en compte notamment la biodiversité. Sur les services écosystémiques, le sol, l'eau, on comprend, une forêt, une zone agricole, ça dépend de la ressource, le sol, la fertilité, la ressource en eau. Et enfin, sur les populations locales, la question économique, vous l'avez entendu, on parle plusieurs fois, pour pérenniser un projet, il faut des projets qui ont des filières durables. Et surtout, un élément important, la gouvernance et l'autonomisation. Jean-Marc expliquait que voilà, une des organisations, et vous aussi également à Initiative Développement, comment renforcer les populations et les organisations locales pour autonomiser tout le modèle de pérennité du projet. Et enfin, en transversal, l'adaptation, la résilience au changement climatique. Donc voilà, le fruit de ce travail, ça représente 19 critères, une cinquantaine d'indicateurs. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous n'aurez pas besoin de mesurer ces 50 indicateurs. Il vous faudra piocher en fonction de votre projet, votre diversité, quelques indicateurs critères importants à suivre. Et là, ce qu'on a fait, c'est un référentiel. La prochaine étape, ça sera de tester ce référentiel et de construire un outil que pourront s'approprier tous les porteurs de projet et les mécènes qui souhaitent suivre l'évaluation. Donc voilà ce travail. Vous pouvez applaudir à toute l'équipe qui s'est mobilisée. C'est sorti quand même très très rapidement. Et moi, si je peux donner mon avis pour avoir coordonné ça, il y avait une riche expertise, on l'entend cet après-midi. Donc ça a été forcément beaucoup plus facile et agréable à animer. Camille, maintenant on a ce joli référentiel, ces indicateurs, comment on s'y prend sur le terrain pour évaluer l'impact des projets? Question complexe. Toujours. Non, c'est. Alors, ça, je pense qu'il y a cet outil qui fait d'ailleurs référence à des outils qu'on utilise déjà au sein de nos organisations pour mesurer l'impact. Donc c'est pas tant finalement la question de l'outil qu'on va utiliser ou des méthodes, il y en a énormément, mais c'est vraiment comment on arrive à mettre ça en application sur le terrain. Et ça demande beaucoup de travail, des phases de diagnostic, déjà généralement d'études, pour avoir un scénario de base dans la plupart des cas. Ça demande aussi énormément de renforcement des compétences, à la fois je pense des équipes porteuses de projets, mais aussi des populations ou des acteurs qu'on accompagne sur le terrain. On l'a dit tout à l'heure, on essaye au maximum de travailler sur une vision commune avec les populations qu'on accompagne tous les jours, et la mesure d'impact en fait partie. Parce qu'en fait, le but de notre action, in fine, c'est pas de refaire des projets et encore des projets, c'est bien que l'action soit pérennisée après le financement du projet ou après l'action qui s'inscrit sur un temps T. Et tout ça, ça demande énormément de formation, de renforcement de capacité. Voilà, et puis évidemment le stade de l'évaluation, je l'ai dit tout à l'heure aussi, on s'inscrit plus là sur des pas de temps qui sont longs sur la mesure d'impact. Je pense qu'on l'a aussi beaucoup évoqué sur ces 3 temps. Voilà, il y a première chose. Effectivement, ce temps long qui n'a pas été abordé, c'est vrai que pour mesurer l'impact, il faut regarder des pas de temps qui nous dépassent, qui peuvent même dépasser la vie du projet. Comme tu le disais justement, quand on veut évaluer l'impact, il faut déjà savoir l'existant. Et souvent, ce qu'on appelle les analyses de diagnostic, contexte, peu de mécènes, peu de bailleurs veulent financer ce genre d'études qui sont pourtant nécessaires pour comprendre la transformation du projet. Côté mécène, finalement, Charlotte, qu'est-ce que ça signifie donc l'évaluation
va nous intéresser, c'est qu'est-ce que vous avez appris à travers ce groupe de travail, ces mois passés à nos côtés à réfléchir, à construire cet outil, quelles sont ces grandes leçons que vous avez pu retirer de ces échanges? La première chose, qu'est-ce qu'on a appris, c'était, comme tu l'as dit, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'expertise. Il y avait à la fois, dans la première phase que tu as évoquée, sur le benchmark de tout ce qui se fait, il y avait des chercheurs, il y avait évidemment tous ces super porteurs de projets avec plein d'expérience aussi, avec quelques mécènes où on a aussi apporté notre vision, notre complémentarité. Donc c'était hyper riche, hyper fluide comme discussion, comme groupe de travail, vraiment hyper intéressant. Là-dessus, on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais ça n'a fait que ça a fini de renforcer notre conviction, c'est qu'il y a une hétérogénéité de la notion d'impact au sein des organisations. Et il y a aussi en termes de projet, ce que je veux dire là par là, c'est que ça peut faire peur, 50 indicateurs. On a essayé de tourner cette méthodologie pour que chacun s'approprie à son niveau, pas que ce type de projet en fonction des bons critères et du bon projet, mais aussi, ça peut être une porte d'entrée, pas que ça fasse peur, ça peut être juste une porte d'entrée pour commencer pour des plus petites structures ou des plus petits projets, à aborder cette notion. C'est quelque chose de clé en main, open source, que chacun peut s'approprier vraiment à son niveau. Donc c'est ça que nous a appris aussi, c'est que cette hétérogénéité dont on était déjà conscient, on essaie en tout cas d'y apporter une réponse grâce à quelque chose qui est disponible et que chacun peut s'approprier. Et la deuxième chose, c'est que pour autant, ça demande beaucoup d'investissement, tu l'as dit Camille, on se rend compte évidemment que j'ai la chance de faire partie d'une structure SL où on est convaincu qu'il faut financer ce genre de choses et accompagner et être ouvert dans la relation partenariale avec les porteurs de projets, mais voilà, en toute humilité, on invite aussi les autres structures, les autres entreprises ou mécènes à s'interroger là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on arrive avec les quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros qu'on a en budget, d'essayer de maximiser en fait l'efficacité des projets qu'on soutient. Donc il y a ça. Et sur, je reprends les petites notes, je voulais mentionner aussi, oui, il y a une autre chose qu'on avait évoquée, c'est que la notion de mesure d'impact, elle permet. Pour les structures peut-être de moyenne taille, pour des financements publics un peu plus conséquents, c'est aussi souvent une obligation de mesurer l'impact. Et donc ce message-là et cet outil peut aussi servir à être un pied à l'étrier pour monter en puissance sur la partie levée de fonds. Donc voilà, en toute humilité et ouverture d'esprit, on est content de contribuer aussi à ça pour les projets. Et surtout, finalement, ce qui est important, c'est que l'unité carbone, l'argumenté, c'est quelque chose de quantificatif, facile à matérialiser. Là, quand vous commencez à jouer avec des jeux d'indicateurs, il faut une expertise aussi pour lire le projet, pour le comprendre. C'est pas quelque chose qui est facile, qui s'apprend si simplement. Et tu le disais justement, Charlotte, l'enjeu c'était aussi de faire une grille qui permet de couvrir la diversité des projets. Si vous avez des projets beaucoup plus focalisés sur le coût énergie, ils peuvent rentrer dedans. Des projets beaucoup plus focalisés sur les questions agricoles, ils peuvent rentrer dedans. L'enjeu c'était vraiment de dire voilà, c'est une boîte à outils, pensez à piocher ce genre d'indicateurs, ce genre de critères. Si à un moment il faut vous poser des questions sur votre impact, et quand on parle d'impact, il y a aussi une notion qu'on aborde peu, c'est l'impact négatif, c'est comment éviter des impacts négatifs, ou comment être en capacité d'évaluer des risques. Donc il peut y avoir plein d'autres approches. C'est un outil, on va dire, pédagogique, et on espère que demain ça deviendrait une boîte à outils qu'on pourra plus largement diffuser et permettre à d'autres acteurs de s'approprier. Et Jean-Marc, on comprend qu'intellectuellement on peut s'amuser à sortir, comme tu disais, plein d'indicateurs, c'est très riche, très important. On comprend aussi les notions de redevabilité. Alors, on peut l'entendre du côté des donateurs, mécènes, voire ailleurs, mais également vis-à-vis des populations qu'on accompagne, des partenaires locaux et surtout la presse. Mais finalement, quels sont pour toi, et ce que tu as entendu aussi au sein de ce groupe de travail, les limites de l'exercice? Ce sont essentiellement des limites financières. C'est un groupe de travail passionnant, mais j'encourage tout le monde à récupérer des informations qui ont été produites sur ce groupe de travail.
Il y a une production intellectuelle remarquable, mais derrière, pour absorber ça, c'est compliqué. Je me souviens que j'ai eu un échange d'une heure avec Eva Vandenbaum de Nature Évolution. Juste après le groupe de travail, on était partagés entre une admiration pour ce qui a été dégagé durant ce groupe de travail, et en même temps une interrogation profonde de se dire l'argent qui est nécessaire pour suivre ces indicateurs, c'est-à-dire suivre un référentiel méthodologique, si on le met ailleurs aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt pour le projet? Pendant une heure, on a tourné autour de ça, on n'a pas tranché. Je pense que tu te souviens de l'intervention d'Anne-Sophie Lafuite, chercheuse qui a utilisé des méthodologies assez modernes, très intéressantes de mesure des services rendus par les écosystèmes, donc des transformations en argent, très clairement, combien rapporte un écosystème versus si l'écosystème il est détruit. J'adore ce qu'elle présente, on est encore en contact, mais voilà, elle a clairement explicité, j'ai revu les slides récemment, son intervention c'est 45 000 €. Donc l'arbitrage qu'on doit se faire, nous, en tant que petite ONG, c'est est-ce qu'on va mettre 45 000 € dans l'étude des impacts, des indicateurs, un suivi hyper chiadé, qui va sans doute faire un immense plaisir à notre merveilleux mécène de la Fondation Foundation, parce qu'il y a des possibilités de comprendre énormément de choses à partir de cela. Également, il y a des aspects de communication qui ne sont pas neutres, pour certains mécènes en tout cas. Et nous, on se dit, avec ces 45 000 €, où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on les met là? Est-ce qu'on finance du salaire d'éco-garde qui va nous permettre, dans le Macaï par exemple, qu'il y a des salaires dans l'éco-garde, c'est 50-60 €, quelque chose comme ça. Vous faites la différence, vous divisez 45 000 par 60, et vous avez le nombre de mensualités qui peuvent être utilisées pour le financement d'un éco-garde. Et donc nous sommes toujours en questionnement par rapport à ça. On ne peut pas rester à la traîne, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond qu'on voit sur l'amélioration et la professionnalisation des acteurs tels que nous, pour la mesure des impacts. Qualitativement, tout pousse pour qu'on aille vers une professionnalisation, une amélioration des projets, et en même temps, on n'a pas toujours les fonds pour le faire. On nous demande beaucoup, il y a beaucoup de contraintes administratives, pas uniquement de la part des mécènes, certains mécènes sont souples, d'autres ne le sont pas. On a aussi beaucoup de pression de la part de l'État sur l'utilisation des fonds, des rapports dans tous les sens. Et tout ça nous descend un petit peu de notre cœur de métier qui est la protection de l'environnement, la protection d'une forêt remarquable. Donc j'ai pas de réponse sur... ça dépend de chaque structure, doit se poser la question, on y va, on n'y va pas, sous quelle forme. Nous on a la chance, c'est une annonce qu'on peut faire à la Maison du Monde Foundation en direct live, on peut dire qu'Anne-Sophie Lafuite va nous accompagner gratuitement pendant quelques semaines, juste pour une zone en Colombie, une zone de Parablanca, qui va nous permettre de savoir si ce modèle-là qui est employé a une utilité intéressante. On ne peut pas pouvoir aller très loin parce qu'elle a besoin dans son modèle de collecter un certain nombre de données socio-économiques et environnementales, de trier tout ça dans une grande moulinette, de faire du codage et tout un tas de trucs hyper compliqués, donc on arrive avec des équations fabuleuses mais que je ne comprends absolument pas. Et après c'est traduisible en gros vraiment intelligible. Donc on va pouvoir avoir cet embryon on va goûter en fait à ça, parce qu'on en a envie. Et si ça nous plaît, malheureusement, derrière, heureusement, il faudra qu'on trouve des mécènes pour financer cela, parce que nous, on ne sera pas en capacité de le faire. Ouais. Donc il y a vraiment cette idée de l'équilibre entre la part de l'évaluation, de l'action. Je me souviens, c'était Nitty Day qui a fait son étude de cas, qui est une grosse ONG qui a plus d'1 million de budget par programme, qui disait nous, on met au moins 10% sur l'évaluation. Quand on a une grande taille, ça va, mais quand on fait une petite structure et qu'on a des budgets de projets à 50, 200, 200 000, effectivement 30 000, ça commence à représenter 35 000, ça commence à représenter des budgets importants. Oui, mon idée, c'est dans son modèle, ils ont des chercheurs dans l'équipe, donc ils sont beaucoup sur la recherche de base, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il pourrait y avoir des projets qui n'intègrent pas ces volets-là. Mais c'est intéressant d'avoir, c'était passionnant, je ne sais pas si tu te souviens de la présentation des retours de notre idée, et voilà, ça donne envie, ça c'est clair. Donc je pense
qu'il est nécessaire qu'il y ait des acteurs qui travaillent sur cela, qui fassent de la recherche, qui puissent nous transmettre des éléments. Après, pour les plus petits acteurs, ça reste sujet à caution. On s'interroge et puis on doit arbitrer. Très bien. Là, on a fait cette première étape. Un référentiel, c'est pas opérationnel, c'est un bout de papier avec des indicateurs. Quelle est selon vous la prochaine étape à donner sur ce travail que nous avons mené et pourquoi ça va être important pour vous de poursuivre ce travail, ces réflexions et d'atterrir un peu plus cette question d'évaluation d'impact sur le terrain? Je m'attends, là on est sur un bout de papier. Je pense que la prochaine étape, qu'on puisse essayer d'opérationnaliser un peu notre référentiel, voir si ça colle. Pouvoir aussi, je pense, le faire à plusieurs structures pour pouvoir échanger et capitaliser sur cette expérience-là. On l'a vu, j'ai un peu pour faire le lien avec ce que tu disais, Charlotte. On l'a d'ailleurs beaucoup mentionné, l'intérêt de ce groupe de travail, c'était aussi de réunir des expertises complémentaires, mais aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la possibilité de réunir à la même table des mécènes et des organisations. Je remercie aussi les mécènes qui ont joué le jeu, parce que c'est assez inédit finalement, et tellement important, parce que finalement, on a chacun nos contraintes, chacun nos référentiels. Je pense que les mécènes ont une bonne idée de ce que sont les contraintes des organisations à force de le mentionner, mais nous organisations, on n'a pas forcément aussi le regard des contraintes que vous pouvez avoir. Et ça me paraissait important de mentionner que vraiment il y avait un vrai intérêt à pouvoir se réunir autour du même table et s'accorder sur la qualité des projets. Donc voilà, la phase 2, c'est l'opérationnalisation pour moi de ce référentiel-là. J'en profite pour inviter tous les mécènes et organisations qui voudraient participer à cette phase 2, à pas hésiter à nous rejoindre, parce que c'est une chouette aventure. Et pour compléter, je prends la vague de la mécène, évidemment tout ça c'est un coût. Donc s'il y a des personnes qui veulent cofinancer, c'est une vraie dynamique. N'hésitez pas à nous rejoindre au-delà du temps que vous passerez avec nous, qui sera riche en partage et en apport de connaissances. Voilà, on a aussi besoin de fonds. Très pragmatique. Et c'est un petit peu, ça va permettre, Jean-Marc, ce que tu veux conclure. Combien de temps il reste, Jonathan? 5 minutes. Ok. Je peux conclure avec une petite histoire. Dis-moi. Je suis parti en mission au sud Bénin il y a 3 semaines et j'ai rencontré un citoyen helvétique qui s'appelle Peter Boyer-Schwander, que peut-être Nicolas tu connais, puisqu'il a co-rédigé en fait la liste rouge UICN pour le Bénin avec le professeur Sanson. Et donc on a des rendez-vous avec cet homme qui est relativement âgé, il doit entre 75 et 80 ans, et il est très vert. Et on a été visiter, il a créé un sanctuaire pour les singes à ventre rouge, une espèce en voie de disparition que vous avez en photo quelque part là-bas. Je profite pour vous dire qu'on a ramené quelques photos de notre écologue Vincent Romera tout au fond. C'est vraiment une idée. Et donc on s'est baladé avec Peter, qui était très étonné déjà, qu'on soit tous à l'heure. C'était la première fois en 20 ans qu'il avait un groupe qui arrive à l'heure. C'est assez rigolo. Et puis on a été marcher et très rapidement il s'est arrêté à côté d'un arbre. Je ne sais plus si c'était un iroko ou un fromager. Et il m'a montré cet arbre, c'est un arbre absolument splendide, quelques dizaines de mètres, c'était une pionnière. Et il nous a dit voilà, sur cet arbre-là, il y a 168 espèces animales et végétales. Et c'est grâce à cet arbre-là, à cause de cet arbre-là, que j'ai créé le sanctuaire. Donc ça, c'est pour conclure aussi sur ce que disaient Gaëtan et Magali ce matin, c'est que planter des arbres, ça peut avoir une utilité pour la restauration, mais sauvegarder les arbres qui sont, pour le coup, je vais reprendre le terme qui est utilisé souvent par Nature Action, sont des coffres-forts de biodiversité juste sur un arbre. Il vaut mieux utiliser des fonds pour protéger cet arbre-là, qui est déjà nature. Alors, peut-être capter moins de carbone, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste de la captation de carbone. Mais en tout état de cause, cet homme, Peter, pendant 20 ans,
J'étais justement avec Apolline Renaud qui est en train d'arriver là-bas, à d'octobre, on était tous les deux, donc un peu avant de parler du sanctuaire, je t'affiche un petit peu, Apolline, un petit peu, c'est tout. Voilà. Et cet homme, pendant 20 ans, il travaille sur une vingtaine d'hectares, donc c'est pas énorme, mais il a récupéré des espèces végétales de tout le Bénin. La majeure partie des espèces se sont acclimatées dans sa zone et il a pu créer cette réserve donc, qui permet à 35 singes à ventre rouge de vivre dans des chouettes conditions. Ils ne sont pas farouches, on les voit assez près. Donc c'est l'objectif, c'est d'en avoir une cinquantaine. Juste pour vous dire que cette démarche d'un individu pour la protection à partir d'un arbre, c'est des choses qu'on doit privilégier, je pense. Sur tous les programmes de plantation possibles. Enfin, oui, il a fait un petit peu de reboisement, mais déjà, il faut se concentrer dans les zones où il y a une forte biodiversité. Il y a plein de zones qui sont en train de disparaître sous nos yeux, mais à des vitesses absolument dramatiques. Là, dans les 15 dernières années, on a eu vraiment des destructions de forêts, puisque le terme aujourd'hui sur la forêt, on peut dire que c'est abominable. Il y a des forêts qui ont disparu déjà, qui ne reviendront pas, et d'autres qui sont encore existantes, mais qui sont vides. On en a visité aussi pendant notre voyage. Il reste quelques arbres, mais vraiment en termes de biodiversité, c'est relativement faible. Donc je dirais que, pour conclure, je ne sais pas si c'est adapté par rapport à ce qu'on a dit préalablement, mais concentrons-nous déjà sur ces zones de forte biodiversité. Il y a un énorme travail qui est fait par l'UICN pour identifier les zones aussi, les écosystèmes qui sont intéressants. Concentrons-nous et continuons à travailler de manière collective. On a découvert quelque chose grâce à toi. D'absolument génial, je trouve, c'est de pouvoir travailler en collectivité avec des pairs, que ce soit avec l'idée Nature Évolution et Cœur de Forêt, les équipes sont en train de faire vraiment très très bien, une très bonne ambiance, mais également avec des mécènes. Alors, je ne sais pas si ça a pu se faire préalablement, mais c'est une approche qui est novatrice pour le coup. Et il faut, je pense, continuer de travailler dans cette voie-là, être en capacité d'écouter les porteurs de projets, les problématiques des mécènes également, d'en tirer des synthèses. On ne pourra pas contenter tout le monde. Néanmoins, avoir une moyenne, je peux dire, peut-être pas très beau, mais une moyenne d'intervention qui puisse nous permettre de tracer des voies et de manière collective, qu'on puisse se renforcer les uns les autres. Et c'est un terme qui t'est cher, puisque tu as parlé de coopétition. Alors, je ne sais pas si c'était en ouverture, parfois tu utilises ce terme aussi en termes de fermeture. Je ne connaissais pas ce terme-là avant de te connaître. Mais c'est quelque chose que tu as réussi à faire, toi, à faire qu'on soit coopératif, compétitif, je ne sais pas comment on peut le dire. Et je trouve ça assez remarquable ce que tu as pu faire. Donc vraiment, je sais que c'est pas facile parce que travailler avec des porteurs de projets, c'est pas simple. On a tous des personnalités fortes. On a tous des visions qui sont parfois différentes. Et tu as réussi à mettre de la colle entre les différents acteurs avec des difficultés, bien sûr, mais tu as réussi à passer au-delà de tout ça. Et une journée comme aujourd'hui, les groupes de travail préalablement se suivent les uns les autres, et on arrive toujours à avoir cette atmosphère de travail consciencieuse, en même temps extrêmement détendue, et encore une fois, il y a une très très bonne ambiance entre les gens. On se fait confiance les uns les autres, et on peut se dire les choses de mécènes, déjà de porteurs de projet à porteurs de projet, de mécènes à porteurs de projet, de mécène à mécène. On l'a vu aussi ce matin avec la Love Foundation, intervention remarquable de Simon. Et tout ça est très très positif. Il se passe des choses remarquables aussi du côté du lycée. Il y a des initiatives qui sont prises là sur un groupe de travail pour la protection de la biodiversité dans les pays en développement. Tout ça est nouveau, ça émerge. Il y a beaucoup d'acteurs jeunes aussi. Alors, moi j'ai commencé un petit peu à être âgé, mais c'est très porteur d'espoir. Et je voulais te féliciter. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours difficile d'évaluer l'impact d'un réseau de ce travail, et on mesure aussi la qualité des échanges, et merci pour ces remarques. Et tu n'as pas digressé parce qu'on peut voir l'impact sur des indicateurs d'évaluation par le choix des stratégies d'intervention. Tu l'as très justement dit, il y a des études scientifiques qui montrent qu'en termes de coût-efficacité, préserver plutôt que restaurer, mais aussi, et là je
vais vous remercier avant d'introduire la MAVA Foundation, mais on va avoir, je pense, une clôture assez intéressante, c'est comment réfléchir à l'impact à une échelle de mécène, mais dans son mindset, dans sa façon de soutenir les structures, de renforcer les structures. Et pour nous, c'est vraiment une occasion aussi de conclure ce travail qu'on a eu au niveau du groupe de travail. On parle, oui, de financement, financer les projets, financer l'évaluation d'impact, et maintenant, allons un petit peu plus loin pour financer les structures. Je vous remercie pour cet échange. Vous les avez... Il y a Simon Merriot, responsable impact et durabilité de la MAVA Foundation, qui nous fait un grand plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Tu vas avoir 20 minutes, 15 minutes, comme tu veux. On te laisse encore carte blanche ce matin au niveau de la masterclass. Je présente rapidement pourquoi on s'est intéressé à la MAVA Foundation. Je te laisserai raconter son histoire, tu la raconteras mieux que moi. La MAVA Foundation a décidé depuis 6 ans de produire des rapports, des learnings qu'on vous invite à lire sur leur site web. Je suis tombé dessus en novembre, décembre, je ne sais plus vos premiers rapports parce que je suis un peu vos actualités. Et là, j'ai vu ce qui nous manquait aujourd'hui en France, j'ai vu les débats qu'on avait au niveau du groupe de travail. Il nous manque aujourd'hui en France de plus en plus de mécènes stratégiques, de mécènes qui ont envie de voir leur soutien d'un autre regard, avec un regard beaucoup plus anglo-saxon, comme on dit souvent. Donc c'est pour nous une vraie opportunité d'avoir pour inspirer, peut-être j'espère, une nouvelle génération de philanthropes. Tu me mets la pression là, Jonathan. Bonsoir tout le monde, donc moi je suis Simon, je travaille pour la fondation MAVA. En vrai mon titre c'est manager développement organisationnel et responsable de l'apprentissage, puisque comme l'a dit Jonathan, on s'est engagé depuis quelques mois à produire des rapports de capitalisation. En fait la MAVA est une fondation suisse, familiale suisse, qui opère depuis 1994 et depuis 28 ans d'activité, on a alloué plus de 1 milliard d'euros pour des projets de financement de projets de protection de la biodiversité dans le monde, au travers de 1700 projets mis en œuvre par à peu près 500 partenaires. Juste pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur de cette fondation. Et il y a quelques années, le conseil de direction de la fondation a décidé